Dans cette dernière séquence, nous allons aborder la question du sourcing, à savoir qui réalise, qui est responsable de la réalisation des activités, des services liés au système d'information dans l'entreprise. Ce sourcing, il peut donc être interne ou externe, et quand on parle de externalisation, on parle donc de outsourcing. Une des formes d'outsourcing, c'est ce qu'on appellera l'infogérance, c'est-à-dire le transfert de la gestion de tout ou partie du SI à un prestataire informatique dans le cadre d'un contrat qui est généralement pluriannuel avec un niveau de service qu'on a déjà abordé et une durée définie. Cette infogérance, elle peut prendre différentes formes, et c'est là où est un peu la complexité de l'externalisation, notamment en informatique, c'est que cette externalisation peut être avec ou sans délocalisation. On peut avoir une externalisation où tout se passe en interne dans l'entreprise. Il existe par exemple une grosse DSI d'une très grande entreprise à Lyon. Il y a 1000 personnes dans cette DSI et sur les 1000 personnes qui sont présents dans cette DSI, il y a 800 prestataires. Donc on a une grosse partie de l'activité qui est externalisée, mais qui par contre se fait dans les locaux de l'entreprise. On peut également se poser la question, est-ce qu'il y a ou pas transfert d'actifs? Est-ce que les actifs matériels, applicatifs, sont propriété de l'entreprise et gérés par une tierce partie, ou est-ce qu'ils sont propriétaires de cette tierce partie et l'entreprise paye un package un peu complet d'accès à ces outils? Et encore une fois, c'est pas tout ou rien. En externalisation, ça peut être tout ou partie des ressources informatiques, ça peut être des ordinateurs, ça peut être du côté matériel, ça peut être logiciel, ça peut être simplement des ressources humaines, ça peut être des locaux. Donc dans une entreprise, on peut avoir une partie qui est gérée en interne, une partie qui est gérée en externe. On peut avoir plusieurs parties gérées en externe, mais avec des entreprises différentes qui se partagent différents lots de gestion de prestations externalisées. Donc c'est assez complexe dans pas mal d'entreprises, surtout à partir d'une certaine taille, où l'externalisation est souvent plébiscitée pour les avantages qu'on va discuter un petit peu après. Donc dans les types de sourcing, donc voilà, c'est un peu ce qu'on vient de définir. On peut avoir l'externalisation globale, donc on va externaliser tous les métiers qui incombent normalement à la direction des systèmes d'information avec ou pas transfert de ressources. Donc ça c'est plutôt pour les entreprises moyennes qui n'ont pas de ressources systèmes d'info, qui vont donc sous-traiter l'ensemble de cette gestion-là à une entreprise tierce. On peut aussi avoir une externalisation sélective ou partielle. On va externaliser une partie des missions de la DSI, un service particulier, une technologie particulière, ou voire même une zone géographique, parce que peut-être que vous avez un site dans une zone un petit peu excentrée qui ne dispose pas de ressources et vous allez externaliser cette partie-là. Et puis on va aussi avoir de l'externalisation événementielle ou temporaire, c'est-à-dire une externalisation sur une mission. Temporaire de la DSI, donc ça peut être sur un projet, pour un audit ou pour une mission de conseil. Dans ces segments de l'externalisation, donc l'outsourcing, c'est du vocabulaire que vous connaissez, c'est le fait d'externaliser la fourniture d'un service à un prestataire. On parle également de insourcing lorsque cette externalisation est fournie par une entité interne dans une logique d'engagement de service. On parle d'opérateur par exemple ou de CSP pour centre de services partagés. Donc on est quand même un peu dans une forme de relation client-prestataire, mais dans le sens de l'engagement. Mais par contre on est quand même entre des entités internes. On a aussi le co-sourcing, donc là on va avoir une alliance entre plusieurs entités qui peuvent être et externes et ou internes, qui vont travailler ensemble pour fournir un service global. Donc on a une responsabilité qui est solidaire. C'est l'inverse du multi-sourcing, où ici, dans ce type-là, on a aussi plusieurs prestataires, mais qui travaillent indépendamment un peu des uns des autres, et l'intégration dans son ensemble est à la charge du client. On a aussi cette possibilité de créer des joint ventures ou des GIE qui vont créer donc une structure à part entière, une entité à part entière,
qui va être au service d'un ou plusieurs clients. À titre d'exemple, il existe la société ITCE ou ITCE, qui est en fait une société du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire qui s'occupe de la partie IT. Donc leur DSI, la DSI du groupe d'une certaine façon, est une société à part entière, un groupement d'intérêt économique qu'ils ont créé pour répondre aux besoins informatiques des entreprises. Et donc à partir de là, on revient à ce qu'on a dit la dernière fois sur la notion de facturation. Il y a une notion réelle de gestion budgétaire et refacturation au sein du groupe. En termes d'outsourcing, après, la localisation de nos prestataires peut être sur place. On pourrait appeler ça du inshore, mais souvent c'est quand même externalisé géographiquement. Onshore c'est sur place, offshore c'est dans un autre pays, souvent un pays avec des ressources qui, on va pas se mentir, sont quand même moins chères. Et puis il y a aussi le nearshore, c'est-à-dire que c'est externalisé mais pas très loin. En infogérance, surtout pour le côté un peu dépannage, la maintenance quotidienne, on va souvent prendre des petites entreprises de quartier ou géographiquement pas très éloignées pour avoir justement ce service de proximité. Ces entreprises qui réalisent ces opérations d'externalisation, c'est ce qu'on appelle des ESN, anciennement appelées SS2I, entreprises de services numériques. Il en existe plein, on va avoir des éditeurs, des infogérants, des opérateurs télécoms, des constructeurs, etc. Chacun implémentant un ou plusieurs services à destination de leurs clients. Donc il y en a qui vont gérer des infrastructures, il y en a qui vont faire de l'hébergement d'applications, il y en a qui vont faire de la maintenance applicative qu'on appelle TMA pour tierce maintenance applicative, il y en a qui font du développement d'applications, il y en a qui font du support à distance, il y en a qui font de l'intégration, du business process outsourcing, il y en a qui font de l'expertise conseil, il y a des grosses boîtes qui font un peu de tout, il y en a qui sont spécialisées quand même sur certains aspects. Donc dans les grands noms de ces sociétés, le Syntec Numérique, qui est donc le syndicat des entreprises du numérique, publie chaque année le top 5 des grandes entreprises, des grandes ESN en France. Donc en top 1, on va dire, on a Capgemini, et puis dans les grands noms, on retrouve Atos, Soprasteria, Accenture et IBM. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de croiser certaines de ces entreprises dans le cadre de vos missions en entreprise. À minima, je pense que vous connaissez IBM. Alors, les avantages et les risques sont importants à connaître. C'est des questions qui sont régulièrement posées en termes de stratégie dans les entreprises parce qu'il y a des avantages, mais pas que. Donc il faut faire attention à la politique d'externalisation qu'on va mettre en place. Les avantages, c'est un peu les mêmes que pour toute externalisation. Focalisation sur le cœur de métier. On va se concentrer sur la stratégie et la valeur du système d'info. Et souvent, on a tendance à externaliser les activités à faible valeur ajoutée. Et ces activités-là, c'est celles qui sont attraits au côté run, au côté exploitation quotidienne, maintenance du système d'information. En gros, ce qui roule, ce qui tourne, et qu'on va donc pouvoir déléguer à une société externe. Ce qui permet aux forces de la DSI et de l'entreprise de se concentrer peut-être sur ce qui va apporter de la valeur, c'est-à-dire le côté plutôt build, évolution du système d'info, optimisation, etc. On a également la question de l'optimisation, la rationalisation, voire la réduction des coûts. On a moins de variabilisation puisqu'on est sur une conso réelle ou forfaitaire, mais en tout cas on est sur de la facturation. On va aussi pouvoir mutualiser des ressources matérielles, logicielles et humaines. Donc qui dit mutualisation dit normalement des gains d'échelle pour l'entreprise prestataire qu'elle peut répercuter sur les tarifs qu'elle fait à ses clients. On est également sur des entreprises pour qui c'est le cœur de métier de gérer les systèmes d'info. Donc comme ils sont spécialisés, ils ont aussi industrialisé leur processus de gestion des systèmes d'info. Ils sont donc plus efficaces en termes de volume d'action et donc en termes d'expérience qu'une DSI interne qui ne le fait que pour son entreprise. Donc ils peuvent aussi capitaliser là-dessus pour optimiser les actions et la gestion des coûts.
Et puis voilà, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a aussi une transparence, une maîtrise des coûts, on peut faire du benchmark, on peut faire des études de marché, on peut mettre en concurrence, on peut faire aussi, on est sur de la facturation, donc en termes de pilotage de coûts, c'est plus transparent que les coûts cachés qu'on pourrait avoir si on est en interne. L'un des gros avantages, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les entreprises y vont en grande majorité, c'est la flexibilité en termes de gestion des ressources et des compétences humaines. On a accès à des profils pointus en termes de formation, de compétences et aussi des compétences rares qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps dans l'entreprise. Donc on ne va pas embaucher quelqu'un qui ne sera pas un temps plein en termes de compétences. Donc on va plutôt payer des jours hommes à certains intervenants pour faire des prestations plutôt temporaires et qui permet une flexibilité aussi dans l'accès à ces compétences rares. On a aussi accès à des profils de connaissances actuels. La formation est gérée par ces entreprises, c'est leur cœur de métier, donc ils sont un peu plus à l'état de l'art technologique. Et on a aussi la gestion des variations d'activité, donc une flexibilité en nombre et en compétences. Si on a besoin de plus de monde, on peut en prendre plus. Si on a besoin de moins, on peut aussi en prendre moins. Et au-delà du nombre, les compétences également. Dans un projet, on ne va pas forcément avoir besoin des mêmes compétences du début à la fin. Donc on peut aussi jouer sur ces aspects-là. On peut aussi faire du benchmark sur les expériences des autres entreprises. Une entreprise qu'on prendrait pour une expertise particulière l'a déjà fait sur d'autres clients, donc on peut bénéficier de cette expérience-là. C'est donc une stratégie de transfert ou de partage de risques, notamment en termes de sécurité. Tous les risques qui incombaient à l'entreprise, si vous déléguez une activité, les risques liés à cette activité-là doivent être gérés par l'entreprise prestataire. Et si problème devait se passer, l'entreprise prestataire peut devoir des pénalités. Donc voilà, le risque incombe plus, même si l'entreprise cliente est toujours responsable de l'ensemble, on va dire qu'en termes d'impact, le côté pénalité, le côté aussi gestion des risques par une entité pour qui c'est le cœur de métier, permet de plus les gérer. Donc on est sur cette notion de transfert et de partage. Et donc cette entité, je me répète un petit peu, gestion de la complexité technologique et de la sécurité, puisqu'encore une fois, c'est le cœur de métier de ces entreprises-là. Avec son lot d'avantages vient aussi son lot d'inconvénients. L'un des principaux, c'est la perte de contrôle et de maîtrise du système d'information. Si vous déléguez la gestion de votre système d'information, vous en perdez un petit peu cette notion de maîtrise. Ce qui amène au deuxième point bloquant, c'est la question de la dépendance. C'est-à-dire que vous perdez la maîtrise de comment fonctionne parfois votre système d'information, vous perdez aussi le contrôle sur celui-ci qui est géré par une entité tierce dont vous êtes complètement dépendant potentiellement. Enfin, ça reste quand même un risque, c'est pas une automatique. La réversibilité, c'est-à-dire le fait de revenir, de réinternaliser ou de reprendre la main sur son activité pour la confier à un autre prestataire, est parfois assez difficile techniquement et voire même financièrement. Quand vous mettez en place par exemple SAP, vous avez donc, alors c'est pas une externalisation directe, mais vous avez choisi un éditeur pour gérer l'activité de votre entreprise et vous êtes très dépendant de cet éditeur-là, des prix de licence qu'il peut vous proposer, des évolutions également potentielles qu'il peut vous proposer. Donc il y a des façons de gérer ce risque de dépendance et il y a des entreprises qui font le choix par exemple de diviser et d'absolument pas dépendre d'une seule entreprise et de diviser leurs actions d'externalisation auprès de plusieurs prestataires. Ce qui fait qu'il y a toujours un peu ce côté déjà pression concurrentielle entre prestataires. Éviter que, à partir du moment où on a un rapport de force un peu différent, donc on est dépendant d'un prestataire, le rapport client-fournisseur qu'on peut avoir habituellement va s'inverser un peu en termes de rapport de force. Donc voilà, c'est déjà une façon de diluer auprès de plusieurs prestataires et déjà une façon de gérer un peu ce risque de dépendance, mais qui ne gère pas par contre le risque de perte de contrôle et de maîtrise de notre système d'info.
Donc au-delà de ce côté maîtrise et dépendance, on peut avoir des surcoûts parce qu'on va payer au réel. Donc si on a mal planifié au départ quelle allait être la mission ou la charge de nos prestataires, on peut éventuellement avoir un surcoût. On va avoir aussi des problématiques de sécurité, surtout en termes de localisation des données, de s'assurer de la confidentialité et de l'intégrité. Si vous avez une entité qui héberge vos applications avec vos données dessus, il faut avoir une assurance que leur mode de fonctionnement en interne ne vient pas permettre de mettre à mal l'intégrité ou la confidentialité de vos informations ou de autres non-conformités légales. C'est un point auquel il faut être très vigilant. Ce qui fait que des fois, il y a certaines entreprises qui vont même auditer leurs prestataires d'infogérance pour s'assurer qu'ils ne sont pas une faille dans leur système de contrôle interne et de gestion des risques. On peut avoir aussi des risques sociaux, puisque externaliser peut toujours des fois avoir une mauvaise image dans l'entreprise. Si c'est bien fait, ça peut passer. Si c'est mal fait, c'est un peu plus compliqué. Une collaboration aussi difficile entre les équipes internes et externes avec une confusion parfois des responsabilités. Et puis, comme dans les sociétés, les ESN, les sociétés de services informatiques, il y a un très fort turnover. On peut des fois avoir de la perte de connaissances qui n'est pas dépendante de la volonté non plus du prestataire, mais voilà, on confie beaucoup de connaissances des fois à une personne, donc il faut s'assurer une vraie traçabilité et un bon transfert des connaissances.